Et si la clé de la richesse, ce n'était pas vraiment le montant sur la fiche de paye, mais plutôt une simple règle en 4 parties. Aujourd'hui, on va décortiquer le système 25-15-50-10. C'est une méthode inspirée par les plus riches pour construire une fortune, mais qui est en fait accessible à tout le monde, peu importe le revenu de départ. Regardez bien ce graphique, il est super révélateur. Quand on regarde comment les plus riches ont bâti leur fortune, on voit un schéma qui se dessine très très clairement. 75% sont des entrepreneurs, 15% des investisseurs. Le point commun entre ces deux groupes, c'est la possession. Ils ne travaillent pas juste pour de l'argent, ils possèdent des actifs qui, eux, génèrent de l'argent. C'est vraiment ça, le point crucial. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Ça résume parfaitement le secret du 1%. La plupart des gens, en fait, sont coincés dans le cycle du salaire. L'argent arrive, puis repart aussitôt en facture, et on attend le prochain chèque. C'est un système qui nous maintient dans une course sans fin, où l'on travaille super dur sans jamais vraiment posséder quoi que ce soit qui a de la valeur à la fin du mois. Heureusement, il y a une solution pour briser ce cycle. C'est un système simple pour commencer à posséder des actifs et à construire sa propre richesse pas à pas. Parce que la clé, ce n'est pas tant combien on gagne, mais surtout comment on gère ce qu'on gagne. Allez, voyons la première partie de cette fameuse règle. Alors, la toute première règle, c'est de consacrer 25% de ses revenus à la croissance. Attention, ça, ce n'est pas de l'argent pour payer les factures ou pour des petites dépenses. Non, cet argent-là, il n'a qu'une seule mission, acheter des choses, des actifs qui vont prendre de la valeur avec le temps. C'est la partie de vos revenus qui bosse pour vous, même quand vous dormez. Bon, un actif de croissance, c'est quoi exactement? C'est simple. C'est tout ce qui peut potentiellement augmenter en valeur et générer un revenu. Pensez à des actions, de l'immobilier ou même à lancer votre propre petite activité en ligne. Le but, c'est que pendant que vous êtes à votre travail principal, ces actifs, eux, travaillent en arrière-plan pour vous enrichir. On pourrait croire qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer, mais en réalité, le temps, c'est un levier bien plus puissant. Prenons un exemple qui va vous frapper. Voici Billy. Il commence à investir 200 $ par mois à 20 ans. Et de l'autre côté, on a Phil. Lui, il attend d'avoir 30 ans, mais il investit 300 $ par mois pour essayer de rattraper son retard. Faisons un bond dans le temps, jusqu'à leurs 60 ans. Phil, il a investi au total 108 000 $ sur 30 ans. Avec un rendement moyen de 10% par an, sa fortune atteint un peu plus de 678 000 $. Franchement, c'est déjà pas mal du tout. Maintenant, regardons Billy. Il a investi 96 000 $ au total, c'est-à-dire 12 000 de moins que Phil. Mais sa fortune finale est juste stupéfiante, plus de 1,2 million de dollars. C'est presque 600 000 $ de plus que Phil, simplement parce qu'il a commencé 10 ans plus tôt. Voilà, c'est ça la magie des intérêts composés. D'accord, mais par où on commence? Voici une sorte d'échelle des actifs, du moins risqué au plus risqué. Pour la plupart des gens, les fonds indiciels, c'est le meilleur point de départ. C'est une façon toute simple de posséder une petite part de l'ensemble du marché. Ensuite, on peut commencer à explorer l'immobilier ou même développer des compétences qui rapportent plus. L'important, c'est de bâtir une base solide avant de s'aventurer dans des trucs plus risqués. Allez, on attaque le deuxième pilier. 15% des revenus doivent aller dans un fonds de stabilité. Ça, c'est votre filet de sécurité. J'ai appris cette leçon à la dure quand j'étais plus jeune. Le moteur de ma voiture a explosé, je n'avais aucune économie et j'ai dû m'endetter encore plus pour la faire réparer et ne pas perdre mon boulot. Cet événement a mis un coup d'arrêt à mes finances pendant une année entière. Pour éviter ce genre de catastrophe, il faut un fonds d'urgence. Voici une formule toute simple. Calculez vos dépenses mensuelles essentielles, le loyer, la nourriture, le transport, et multipliez ce chiffre par 5. C'est le montant à viser. Ça peut sembler énorme, mais croyez-moi, quand les ennuis arrivent, ils arrivent souvent tous en même temps. Et cet argent, on le met où? Il y a 3 règles qui ne sont pas négociables. Premièrement, il doit être hyper facile d'accès. Deuxièmement, 0 risque. On ne l'investit jamais en bourse. Et troisièmement, il doit quand même travailler un tout petit peu. Un compte d'épargne à haut rendement, c'est l'idéal pour ça. On passe à la troisième partie de la règle qui concerne 50% des revenus, les dépenses essentielles. Et c'est là que le piège de l'inflation du style de vie se referme sur beaucoup de monde. Plus on gagne, plus on dépense. Et souvent, c'est pour impressionner les autres plutôt que pour répondre à de vrais besoins. Ce qui est dingue avec cette statistique, c'est que plus de 60% des Américains qui gagnent plus de 100 000 $ par an vivent toujours d'un chèque de paye à l'autre. Ça prouve bien que le revenu, ce n'est pas le plus important. C'est le contrôle du gaspillage qui fait toute la différence entre être riche et avoir l'air riche. Pour maîtriser cette partie, il faut être vraiment honnête sur ce qui est essentiel et ce qui est un luxe. Les essentiels, c'est le toit, la nourriture, le transport pour aller travailler. Les luxes, ce sont les restaurants, les abonnements qu'on n'utilise même pas, les vêtements de marque. L'exercice le plus simple, c'est de prendre ses relevés bancaires et de couper tout ce qui n'est pas vital.
Pour arrêter les dépenses inutiles, il faut un système, pas juste de la volonté. La première question à se poser avant un achat, c'est est-ce que c'est une impulsion? Si la réponse est oui, on applique la règle des 7 jours, on attend une semaine. La plupart du temps, l'envie aura complètement disparu, ce qui prouve que ce n'était pas un vrai besoin. La deuxième question, c'est est-ce qu'on achète pour le logo ou pour la vraie valeur du produit? La vraie valeur, elle se mesure au coût par utilisation. Des bottes à 60 $ qu'on porte 100 fois, c'est un bien meilleur investissement que des baskets de créateurs à 200 $ qu'on met 2 fois. Il faut chercher la qualité qui dure, pas les marques qui flashent. Et enfin, la troisième et dernière question, est-ce que cet achat va réellement améliorer sa vie? Si la réponse est oui, de manière intentionnelle, alors c'est un bon achat. Mais si c'est juste pour tuer l'ennui, suivre une mode ou impressionner quelqu'un, alors cet argent sera bien mieux utilisé pour construire son propre avenir financier. On arrive à la dernière partie et elle est absolument cruciale. Les 10% qui restent. Ça, c'est le budget pour les récompenses. Si on ne s'accorde jamais de plaisir, n'importe quel régime financier devient intenable sur le long terme. C'est un peu comme le repas plaisir dans un régime. Ce n'est pas une excuse pour tout lâcher, c'est une stratégie pour tenir la distance. Mais même ces récompenses, elles peuvent être stratégiques. Cet argent peut être dépensé dans des choses qui apportent une vraie valeur durable. Des vacances pour créer des souvenirs et recharger les batteries, des loisirs qui nourrissent une passion, des expériences qui renforcent les liens sociaux ou des cadeaux qui entretiennent les relations. Ce sont des investissements dans son bien-être. Cette phrase, elle résume tout en fait. La richesse qu'on voit, ce sont les voitures de luxe, les vêtements de marque. Mais la vraie richesse, celle qui est solide, elle est invisible. Elle est dans un portefeuille d'investissement qui grandit, dans un fonds de stabilité qui protège, dans l'absence de dette. Pour résumer, cette règle du 25-15-58-10, ce n'est pas juste une liste de pourcentages, c'est un plan complet. 25% pour la croissance, 15% pour la sécurité, 50% pour les besoins et 10% pour le plaisir. Ensemble, tout ça crée un système vraiment équilibré pour construire une véritable liberté financière. Pour conclure cette analyse, il reste une question. En pensant à tout ce qu'on vient de voir, quelle est la toute première chose, même toute petite, qu'une personne peut commencer à posséder dès aujourd'hui? Que ce soit une fraction d'action dans un fonds ou simplement le contrôle total de son budget, la première étape vers la possession, elle commence maintenant.